Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis quelques semaines et quelques mois, des enquêtes sont en cours dans le cadre d'une opération pour la bonne gouvernance, opération dite main propre. Plus d'une quarantaine d'entreprises étatiques ont ainsi été passées au scanner et ce qui ressort des premiers constats, ce sont des irrégularités et une mauvaise gestion de nombre d'entre elles. Plusieurs directeurs de sociétés étatiques ont été relevés de leurs fonctions et d'autres responsables sont en préventive et sont en détention préventive aujourd'hui au sein de la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je rappelle qu'ils sont présumés innocents. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas caché sa détermination à lutter contre la malgouvernance pour la bonne gouvernance. Lors de la célébration de la Journée nationale de l'excellence, le 5 novembre dernier, il a d'ailleurs instruit son Premier ministre, Patrick Achi, pour qu'il entame des initiatives dans ce sens. Mesdames, Messieurs, la corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA par an. Cette information a été donnée par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zorobi Balo Epifane. Un chiffre vertigineux. Mesdames, Messieurs, comment la Côte d'Ivoire a-t-elle pu arriver à ces situations de présumée malgouvernance? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce débat sur la moralisation de la vie publique, audit et après. C'est un sujet qui nous concerne tous. Et pour en parler ce soir autour de cette table, Alafé Ouakili. Bonsoir Alafé. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur général des rédactions de l'Intelligent d'Abidjan. Tout à fait. Docteur Kwame Christophe. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci d'être parmi nous. Je rappelle que vous êtes président du comité exécutif de Civis Côte d'Ivoire, c'est donc la société civile, et vous œuvrez pour la citoyenneté et pour la promotion des droits de l'homme. Oui, effectivement. À ma droite, Félix Boni, journaliste, éditorialiste, habitué des plateaux. Merci d'être parmi nous, Félix, et bonsoir. Moi, je vous remercie, plaisir d'être avec vous. Enfin, Guillaume Bateau, vous êtes journaliste et également directeur des rédactions du groupe Notre Voix. Tout à fait. Merci. Bonsoir, Guillaume. Merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. Alors, messieurs, le décor de ce débat, il est planté. Nous allons suivre ensemble cet élément réalisé par Seydou Ouattara. Seydou Ouattara nous replonge dans le contexte de la situation que nous vivons, les décisions qui ont été prises au plus haut niveau et leurs conséquences, évidemment. Et puis nous nous retrouvons ici pour en débattre ensemble. L'inspection générale d'État a remis au président de la République son rapport d'activité couvrant la période de 2018 à 2020. L'organe de contrôle et d'audit des sociétés publiques ivoiriennes enregistre des dysfonctionnements dans la gestion des structures d'État. Les cumuls illégaux des postes et personnel non adapté aux missions à lui assignées, fraude au contrôle technique des véhicules. Ce rapport d'activité couvrant la période 2018 à 2020 intervient alors qu'une opération main propre au sein des entreprises d'État a été engagée par le gouvernement. Elle a déjà conduit au limogeage et à la suspension de plusieurs directeurs généraux. La campagne d'audit initiée et voulue par le chef de l'État vise une trentaine de sociétés publiques. Elle va contribuer à assainir les gestions. Tout cela doit s'accompagner de la rigueur pour que l'argent du contribuable soit bien géré. Alors, messieurs, nous avons suivi ensemble cet élément. On parle d'assainir, on parle de rigueur, de bonne gouvernance. Alors, l'exécutif a décidé de hausser le ton. Pour quelles raisons aujourd'hui il y a ce coup d'accélérateur en réalité qu'on constate tous à la fin? Je ne sais pas, peut-être que les gens ou les responsables soupçonnés, suspectés de mauvaise gouvernance ont exagéré plus que de raison. Exagérer plus que de raison, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, est-ce qu'il y a une limite? Que les irrégularités sont peut-être abusives et flagrantes. Cette fois-ci, il n'y a pas de gestion parfaite ou de gestion sans observation. Mais dans tout état de cause, il nous revient que les audits ou les inspections sont des procédures régulières qui se font. Maintenant, cette fois-ci, il y a eu une volonté de communiquer là-dessus. Il y a eu des suspicions, il y a eu des alertes de malgouvernance, des alertes d'irrégularité qui ont interpellé l'exécutif.
et au-delà de l'exécutif ou avant l'exécutif, les conseils d'administration des entreprises, parce que aussi il faudrait y arriver lorsqu'on fera le débat. On va en parler. Est-ce normal que ce soit l'exécutif qui, peut-être en dernier ressort et avant le judiciaire, avant la justice, agisse? Est-ce normal qu'on arrive au niveau de l'exécutif? Est-ce avant l'exécutif, il n'y a pas d'autres sources de contrôle et de régulation de la gouvernance? Donc on va y arriver, mais l'exécutif on en parlera, donner de la voix. on en parlera tout à l'heure. Nous en prenons acte et puis nous allons commenter le processus. Docteur Kwame, vous êtes de la société civile et vous œuvrez, je l'ai dit dans mon introduction, pour la citoyenneté. Alors, pour vous, pourquoi aujourd'hui ces audits, pourquoi ces enquêtes, pourquoi ces personnes en détention préventive? Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, il y a une analyse simple, c'est une analyse diachronique, c'est-à-dire dans le temps. Si vous prenez le temps administratif de la Côte d'Ivoire, de 2012 à aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption en 2012, en octobre. En mars, l'État de Côte d'Ivoire a signé la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Et en 2015, la Côte d'Ivoire s'est inscrite à l'initiative du gouvernement ouvert. Donc, pour lutter contre la corruption, la Côte d'Ivoire a suivi un processus administratif qui a consisté à signer toutes ces conventions, à transformer les lois en Côte d'Ivoire. En 2013, nous avons eu la loi d'accès à l'information. En 2015, nous avons eu la mise en place de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. En 2020, le dernier né, c'est le pôle pénal économique et financier. Donc, quand vous suivez ce temps administratif-là, nous sommes arrivés au bout du temps administratif qui est la période de prévention relativement à la lutte contre la corruption. Donc, aujourd'hui, nous sommes au stade de la répression? Oui. C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais on est passé par la période de détection d'abord. Oui. Il y a eu la période de prévention. Ensuite, il y a eu la sensibilisation, la discussion avec les citoyens, la mise en place par la haute autorité des pôles d'intégrité sur 22 régions auxquelles nous avons participé. Et enfin, la Cour des comptes a été mise en place en 2018. Alors, Félix, vous qui êtes un journaliste éditorialiste, vous êtes à même de nous expliquer votre regard de journaliste par rapport à la situation actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez utilisé un terme, le mot assainissement. Et je pense que depuis un moment, quand vous regardez un peu l'orientation de la vie, de la gouvernance en Côte d'Ivoire, les dirigeants ivoiriens essaient de travailler un peu l'image de la Côte d'Ivoire en termes d'investissement, de fréquentabilité pour les investissements, et on essaie de réduire un peu, d'améliorer un peu notre position dans certains classements comme l'indice de développement humain, indice de perception de la corruption. Or, les classements de la Côte d'Ivoire qui sont faits par des structures extérieures ne sont pas totalement favorables. Donc, à un moment donné, ça interpelle le gouvernant qui cherche à voir et à assainir, améliorer son rang. Et je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. Je dirais que le chef de l'État qui est là a plus de 2 mandats, mais aujourd'hui, on a eu 5 premiers ministres. Si aujourd'hui, ces audits interviennent, ça veut dire que quelque part, il n'est jamais tard pour bien faire, c'est la bienvenue. Ça permettra à la Côte d'Ivoire d'améliorer son image et d'éventuellement, peut-être d'ici 2022, si les sanctions d'exemplarité sont prises, on aura des dirigeants qui vont aider ce pays à davantage rebondir. Alors, Guillaume Bateau, quel est votre regard? Vous pensez que c'est le fait de pression, peut-être pour améliorer l'image de la Côte d'Ivoire, que ce coup d'accélérateur a été donné par l'exécutif? Qu'en pensez-vous? Je veux dire que ce n'est pas nouveau. Une situation où des dirigeants d'entreprise sont interpellés, où l'État, l'exécutif ou l'État dans son ensemble communique sur des malversations, ce n'est pas nouveau. Quand même, il y a eu dans ce pays l'affaire des 18 milliards de l'Union européenne. Oui, mais Guillaume, on est d'accord qu'il faut faire quelque chose. Non, je suis d'accord qu'il faut faire quelque chose. Je veux dire que ce n'est pas un fait inédit que des contrôles soient faits et que des dirigeants d'entreprise soient épinglés, parfois même des ministres. Je parlais de l'affaire des 18 milliards de l'Union européenne en 98-99, où des ministres avaient été cités, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, je veux dire, ce n'est pas nouveau en soi. La nouveauté, c'est que, on va dire, l'ampleur dans un laps de temps. Donc, on a parlé d'une trentaine d'entreprises publiques et parapubliques. Et aujourd'hui, la nouveauté, c'est que le président Ouattara, qui a été présenté comme un champion de la bonne gouvernance et qui a... Vous en doutez? Moi, je n'en doute pas, mais les faits nous montrent que c'est pas aussi parfait que ça.
et qu'on peut l'améliorer. Donc je veux dire que la nouveauté, c'est que après tout ce qui a été dit, docteur Christophe Kwame a rappelé toutes les lois, les conventions, les institutions, tout ce qui a été mis en place, on ne comprendrait pas, l'opinion ne comprendrait pas qu'il y ait encore des cas de malversation qui soient dénoncés pas par les partenaires institutionnels comme le FMI, comme même, vous avez vu le rapport de l'Inspection générale d'État. Donc l'opinion ne comprendrait pas, parce qu'il y a eu un certain nombre de processus, d'institutions qui ont été créées, de réformes qui ont été mises en œuvre, et vraiment, l'opinion ne comprendrait pas que tout cet argent public soit mis dans ces processus de réforme sans résultat. Donc, la nouveauté, c'est juste ça. Sinon, en Côte d'Ivoire, on est habitué. Le seul problème, c'est qu'on le fait souvent de façon épisodique, pour ne pas dire de façon éphémère, et puis après, il n'y a pas de suite. Guillaume, justement, là, vous parlez de ce fait qu'il ne serait pas nouveau. Est-ce que c'est parce que ce fait, je vous pose la question à tous, est-ce que c'est parce que selon vous, ou selon Guillaume, ce ne serait pas nouveau, qu'il faille laisser les choses se faire et qu'il faille ne pas réagir? Je n'ai pas dit ça. Donc, précisez votre pensée. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas présenter la situation comme une révolution. Ce n'est pas une révolution. C'est quelque chose qui se fait régulièrement en Côte d'Ivoire depuis de longues années. Seulement, je dis que ce qu'il faut souhaiter, il faut saluer ce qui est fait, si vraiment c'est fait dans le sens d'améliorer, parce que quand on regarde sur les procédures, elles sont plus ou moins opaques. Sur la base de quoi Alafé a posé la question? Est-ce que ce sont les conseils d'administration? Est-ce que c'est une opération décidée par le président de la République, ou par le Premier ministre, ou par la Cour des comptes, ou par l'Inspection générale de l'État? On ne sait pas d'où ça vient. Et Guillaume, on voit qu'il y a une différence de traitement entre certains qui sont pris le matin et se retrouvent à Maca le soir, et d'autres qui sont dégommés, qui font un beau discours, disent bon, ok, en tout cas, je ne suis plus là, je remercie le président Ouattara, je retourne à l'Assemblée nationale. Donc il y a une question même de l'égalité des citoyens vis-à-vis de la loi. Donc moi je dis, je me satisfais de ce qu'il y ait une volonté d'assainissement, mais je dis les procédures doivent être transparentes et que le gouvernement doit prendre la responsabilité de nous dire ce qu'il veut faire, quels sont les objectifs et avec quels moyens ils vont le faire. Nous en parlerons donc on a 3 sujets et lorsqu'il s'agira des propositions, on vous entendra sur cette question. Je suis prêt. Félix, vous vouliez ajouter quelque chose? Parce que je voudrais entendre Alafé. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se fait régulièrement. Si c'est quelque chose qui se faisait régulièrement, je crois que ça n'allait pas interpeller l'opinion. Je crois que si on part du début du mandat du président Ouattara en 2011, il est dans sa 11e année. On ne laisse pas s'exprimer. De mandat. Et pendant ces Guillaume, on le laisse s'exprimer. Je dirais qu'en 2000, sous le président Gbagbo, on a eu le cas dans la filière café-cacao. Ça a interpellé tout le monde parce que ce n'était pas quelque chose de régulier. Quand c'est régulier, ça n'étonne personne et puis ça n'émeut personne. Mais quand c'est spontané comme ce qui est en train de se faire à plusieurs entreprises, plusieurs directeurs d'entreprises qui sont interpellés, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a eu un déclic quelque part, il y a quelque chose qui a créé ce déclic. Et moi, à mon avis, depuis un moment, on remarque qu'il y a quand même une sorte d'enrichissement très facile au niveau du secteur public en Côte d'Ivoire, alors que, à la vérité, l'enrichissement ne se fait pas à la fonction publique. Alors, il se fait où, alors, si vous le savez? L'Allemagne, qui est la première puissance économique dans l'Union européenne, l'Allemagne est un pays riche parce que c'est un pays qui a 8000 PME, c'est-à-dire les riches, ce sont les gens du privé. Mais en Côte d'Ivoire, vous remarquerez qu'au niveau du public, des gens s'enrichissent facilement. Tout ça, ça a dû interpeller. Je citais tantôt des rapports comme les rapports de Transparency International qui donnent des indices qui montrent la Côte d'Ivoire qui est 30e pays en matière de perception de la corruption en Afrique. Je crois que ce n'est pas normal. Et tout ça, ça interpelle. Et comme le gouvernement qui est là travaille à rehausser l'image de la Côte d'Ivoire, à nous présenter comme des champions de la bonne gouvernance, à attirer les investisseurs privés. Je crois qu'à un moment donné, ils ont crié le haut là, et puis maintenant, on est en train de mener une action qui nous espérons, tous je l'espère aussi avec Guillaume, qu'on ira jusqu'au bout pour que ça serve d'exemplarité pour tout le reste et pour l'avenir aussi. Alors, Alafé, est-ce qu'au regard de tout ce qui se dit, on parle d'exemplarité, on se rend compte qu'il y a effectivement des détournements présumés, est-ce qu'on peut encore parler de la Côte d'Ivoire solidaire, parce que du président Ouattara, la solidarité à ce niveau, où se situerait-elle? Non, ça, la Côte d'Ivoire, le slogan de Côte d'Ivoire solidaire n'est pas menacé ni concerné par ça. Moi, je dis qu'il peut y avoir des irrégularités dans la gestion d'une entreprise, d'un mandataire social, mais il ne faut pas faire d'amalgame entre les irrégularités et puis ce qu'on peut appeler la responsabilité pénale individuelle, et puis les soupçons de malversation ou de détournement à titre personnel ou d'abus de biens sociaux. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amalgame, de confusion, et que la présomption d'innocence n'est pas suffisamment
protéger, encadrer vis-à-vis de l'opinion publique et aussi à l'égard des responsables concernés. Et je ne sais pas si on pourra aborder des cas particuliers individuels. Mais on ne parlera pas de cas particuliers individuels ici. Cette affaire a commencé avec le dossier AGEF. Parlons-en. Le directeur, il est à la MACA, vous en avez parlé. Mais il est à la MACA sur la base d'une plainte ou de plusieurs plaintes. Oui. L'affaire va à la police, à la justice, il est conduit à la police, tout. Et puis après, il se retrouve à la MACA sans qu'à un seul moment, le conseil d'administration ait pu constater qu'il y a des anomalies. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Lorsqu'il se retrouve à la MACA, les gens se rendent compte, on vérifie, on constate, et puis peut-être l'exécutif découvre qu'il y a des irrégularités. C'est en ce moment que le conseil d'administration se réunit pour le suspendre. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Comment ces entreprises sont gérées pour qu'un directeur général se retrouve à la MACA à l'insu du conseil d'administration qui n'a rien fait? Son directeur se retrouve à la MACA et puis c'est en ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a mal géré et puis on le suspend. Il y a un problème. Il faudrait que tout le conseil... On doit vider tout ce justement, nous parlerons tout à l'heure du rôle de certaines structures, y compris des conseils d'administration. La préventive se pose. Oui. Il a des garanties de représentation, c'est un directeur général. Quel est le danger? Qu'il aille faire pression sur les gens dehors, je ne sais pas. Il est à la MACA, je ne sais pas. Depuis plusieurs mois, ça a été le premier. Si l'enquête a avancé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a besoin de se poser des questions pour mieux comprendre et s'assurer que le processus se conduit régulier dans la transparence? Docteur Kwame, alors justement, juste sur cette question, la question justement de certaines personnes, hein, et je précise, qui sont présumées innocentes, qui se retrouvent à la MACA, d'autres sont en liberté, suspendus. Quel est votre regard, vous qui œuvrez pour la citoyenneté? En fait, je pense que je vais commencer mon intervention par... De façon concise, hein, s'il vous plaît. Mes voisins ont fait quand même 30 secondes, 1 minute 30. Allez-y. S'il vous plaît. Bien informés, les hommes sont des citoyens mal informés, ils sont des sujets. Ce dont on parle ici aujourd'hui, on doit le recadrer dans la République. Nous sommes en République et on a besoin tous de jouer notre rôle de citoyen et être informés. J'ai là ici le rapport public annuel 2019 de la Cour des comptes. Tout à l'heure, j'étais en train de vous dire qu'en 2018, la nouvelle loi a mis en place la Cour des comptes. Quand vous lisez le rapport de la Cour des comptes, le président de la Cour des comptes dit que ce rapport-là, je le donne aux décideurs, aux contribuables et aux citoyens. Tous ceux qui nous regardent, je pose la question, combien sont allés sur le site de la Cour des comptes pour télécharger, pour voir que ces irrégularités dont on parle sont mentionnées ici, chapitre par chapitre. Si vous prenez le rapport succinct de 8 pages, vous ne verrez rien. Ayez le courage de prendre le rapport de 500 pages ou de 50 pages. Vous verrez que tout ce que nous sommes en train de dire ici, le président de la Cour des comptes, les greffiers qui sont là-bas, les auditeurs internes, le procureur, ils font leur travail, ils écrivent à ces DG, les DG répondent. Les irrégularités sont mentionnées. Vous imaginez une entreprise publique qui dépose un bilan sans facture. C'est-à-dire, j'ai décaissé 100 millions, 200 millions, il n'y a pas de facture. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne disons pas que c'est opaque. Je dis simplement que si un citoyen n'est pas informé, il devient un sujet. Alors, donc, je vais vous prendre au mot. Ce que je veux dire, c'est que là, dans ce document, je prends que le rapport de 2019, ces irrégularités sont constatées, les chiffres sont là. Tout ce qui se passe sur les EPN, établissements publics nationaux, sur les collectivités territoriales et les comptables publics, tout est dans ces documents-là. Et régulièrement, ces documents font l'objet de publications et chacun d'entre nous, journalistes, citoyens, décideurs, chacun peut utiliser ces bases documentaires-là pour en faire son travail de tous les jours. Je vais juste vous prendre au mot. Je vais reprendre ce que vous dites. Vous êtes journaliste, vous êtes de la société civile. On a l'impression que seul l'État a une responsabilité en ce qui concerne justement la bonne gouvernance, la prévention, la sensibilisation. Vous êtes de la société civile, vous êtes journaliste. Alors concrètement, Guillaume, vous voulez
parole. Ma question, elle est celle-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement à votre niveau pour informer, anticiper, prévenir et dénoncer, évidemment, dans le respect de l'éthique et de la déontologie? Eliane, vous me connaissez depuis au moins un peu plus de 20 ans. Nous parlons aux Ivoiriens qui nous regardent. Vous me connaissez depuis plus de 20 ans. Vous savez que j'ai passé toute ma carrière à dénoncer beaucoup de choses. On ne va pas faire le résumé. Mais moi, je voulais dire une chose. Le docteur Christian Kwame a dit qu'il y a le rapport de la Cour des comptes de 2019. Toutes les régulations sont mentionnées dedans. Mais quand c'est mentionné, la Cour des comptes fait quoi? Elle passe à papette et profit? Non. Parce que le problème est là, justement. Je peux répondre, madame. Non, excusez-moi. Laissez-le terminer. Je distribue la parole. Nous avons une Cour des comptes et c'est une bonne chose. Nous avons des institutions chargées du contrôle, des inspections et ce sont des bonnes choses. Mais ce que nous constatons, d'abord quand vous dites combien sont allés télécharger le rapport, mais combien de gens savent que la Cour des comptes a mis son rapport sur... Donc vous voulez dire qu'il y a un problème de communication, d'information? Il y a un problème de communication, il y a quand même un problème de responsabilité de ces organes chargés du contrôle. La Cour des comptes doit donner les moyens d'informer suffisamment et se donner une suite. Parce que vous ne pouvez pas faire seulement le constat et faire comme si de rien n'était et passer à autre chose. Donc je dis, on ne peut pas se contenter et accuser les citoyens de ne pas aller chercher les choses sur Internet. Il n'y a pas qu'Internet comme moyen de communication, même si c'est un moyen moderne aujourd'hui. Il faut que ces structures se donnent les moyens d'informer les citoyens dans les détails, mais surtout de donner une suite à leur constat. Le docteur Christo a dit une structure publique qui dépense 100 millions sans facture. Mais la Cour des comptes, je crois que son rôle, c'est de l'appréhender et de lui poser des questions. Parce que c'est l'argent du contribuable, docteur. Vous vouliez rebondir? Vraiment, je vous réponds là-dessus. Oui. Premièrement, je reviens encore, nous sommes en République. Oui. Et quand c'est publié sur le site, c'est publié au journal officiel. Donc chacun d'entre nous est censé, en République, aller dans le journal officiel. C'est une République théorique, docteur. Non, la théorie politique, non, la théorie politique de la République veut que chaque citoyen soit responsable. C'est pour ça que j'ai commencé... Mes parents qui sont à Zéréguiné, à Danané, comment ils font pour voir le journal officiel? Guillaume, là vous personnalisez les débats. En fait, il y a le pouvoir oui. politique de la Côte d'Ivoire est à Abidjan. Oui. Et le pouvoir économique est à Abidjan. Oui. Donc, c'est à partir d'Abidjan qu'on gère Zéréoué. Non, Zéréguiné. Zéréguiné, merci. La Cour des comptes constate les irrégularités chaque année, oui. donne des conseils, c'est son rôle. Au niveau de la Cour des comptes, il y a le ministère public. Il y a un procureur général qui siège là-bas et il a des avocats généraux. Donc, tout ce qui relève quand les impôts vous contrôlent en tant que société simple, tout ce qui concerne les pénalités simples, la Cour des comptes écrit et les gestionnaires, les DG sont censés régulariser. Tout vous dites qu'ils sont censés régulariser? Ils le font. Je donne la suite. D'accord. Donc l'année qui suit, l'année N+1, si vous prenez l'année, ça c'est 2019, oui. Dans le même rapport, vous verrez que les recommandations de 2018 qui ont été mises en œuvre sont dans le rapport de 2019, celles qui n'ont pas été mises en œuvre. Donc en République, chacun a son rôle. C'est ça qui fait qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Je finis. Allez-y. Et donc le procureur général qui siège en tant que ministère public au niveau de la Cour des comptes est censé prendre la partie de l'instruction. Et comme la Cour des comptes a vocation nationale, alors elle demande au procureur individuel de le faire. Voilà ce qui se fait dans la théorie. Je termine. Normalement, ça doit se passer ainsi. Normalement, ça doit se passer ainsi. Oui. Mieux, il y a une loi qui est sortie encore il n'y a pas longtemps pour le gel des avoirs. Du coup, quand la Cour des comptes finit, que la Cour des comptes remet son rapport, si le procureur général décide que tel individu, DG, a détourné des fonds, le président de la haute autorité peut saisir ces fonds-là avec la loi qui est là. Et il en informe le procureur général qui, lui, matérialise cela. Voilà ce qui doit être fait. Quand ce n'est pas fait, c'est à nous les journalistes, c'est à nous la société civile de dénoncer. D'accord, docteur. Ça aussi, il faut le savoir. D'accord, docteur. Je vais écouter juste Félix là-dessus, puis à la fin, je reviens à vous. Félix. Vous interpelliez tantôt notre responsabilité. Je pense qu'on fait quand même notre travail d'investigation, de dénonciation, mais il faut le dire nettement, hein, si vous remarquez très bien ces personnes qui ont été interpellées par rapport à leur gestion, quand vous remarquez un peu leur vécu jusqu'à ce qu'ils soient interpellés, il y en a qui étaient pratiquement des big stars, entre griffes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, big star? Je veux dire, la Côte d'Ivoire a mal à
à certains niveaux à certains de ses enfants, parce que la corruption, quand même, est très endémique dans notre société ivoirienne et c'est vraiment un des gros problèmes. Vous allez remarquer que ces personnes-là qui mettent la main à la caisse, là, qui utilisent l'argent public, c'est ceux-là qui sont très généreux, qui ont des supporters partout. À Côte d'Ivoire, il y a des expressions que je commence à apprendre un peu parce que moi, je suis très pénouchi. On parle de repéros, ces personnes qui ont des repéros un peu partout. Et les repéros, il y en a aussi dans la presse. Voici des gens qui sont adoubés par certains de nos confrères aussi, qui sont beaucoup aussi dans la corruption. La corruption est tellement endémique que dans notre milieu aussi, on en trouve aussi. Donc, finalement, il y a des investigations qui se mènent. Et il faut dire, oui... Alors, excusez-moi, quels sont les confrères qui sont corrompus? On ne cite pas ses contemporains, mon cher frère. Félix, je voulais terminer ceci en disant... C'est grave. C'est l'une des raisons pour les difficultés que la presse aussi a à avoir accès souvent à ces dossiers publics. Et je salue les révélations du docteur Christophe qui nous montre qu'il y a des informations parfois disponibles quelque part qu'on devrait pouvoir aller prendre pour pouvoir communiquer là-dessus. Et c'est pourquoi, finalement, on a créé la KIDP qui est un moyen pour nous de pouvoir avoir accès aux documents publics. Mais même avec la KIDP, c'est vrai qu'on essaie, mais il y a une certaine lourdeur qui fait que les enquêtes, parfois, ça traîne, c'est difficile. Mais j'avoue que pour pouvoir faire des investigations plus poussées dans le domaine de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance pour les médias ivoiriens, ce n'est finalement pas possible. Et ces personnes qui prennent l'argent public, généralement, ils ont la main très facile pour pouvoir avoir assez. Alors, vous avez indexé la presse, vous avez indexé... J'indexe la société entière, je dis la corruption est endémique en Côte d'Ivoire. Nous étions l'indice de perception de la corruption, nous étions à 165e rang sur 184 pays en 2019. Et nous sommes 30e en Afrique. 100, oui. Ça veut dire que c'est quand même endémique. On est d'accord sur ces chiffres, mais moi, ma question, elle est celle-là. Vous avez parlé de difficultés pour avoir accès à certaines informations, mais est-ce que le fait que vous ayez des difficultés, parce que vous avez quand même cette responsabilité, hein, il y a une ordonnance, c'est l'ordonnance 660 qui date du mois de septembre, si mes souvenirs sont bons, c'est du 23 septembre. Oui. Vous avez cette obligation, c'est même une obligation, il y a un devoir et une responsabilité média. Société civile, les partis politiques, bon, il n'y en a pas ici. Vous avez cette responsabilité d'informer, anticiper, éduquer et dénoncer, évidemment, avec évidemment des preuves. Des preuves. Alors, il faut continuer à le faire, Félix. C'est ce que nous faisons et c'est ce que j'ai dit. Je salue la création de la KIDP pour nous permettre d'avoir accès à des documents pour que nous ayons les preuves. Parce qu'il ne suffira pas de faire de la spéculation sans preuve. Vous pouvez voir quelqu'un qui sort d'un petit véhicule, qui est dans un gros véhicule demain. Vous le voyez, il y a des soupçons, mais quand vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas dire que cette personne fait de la prévarication. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Une minute. Allez-y. Moi, je pense qu'il faut que Félix modère ses propos. C'est-à-dire Il ne peut pas venir sur ce plateau accuser ses confrères de corruption sans qu'il n'y ait des preuves. Pas des confrères. Tu as dit qu'il y a des journalistes. Il ne faut pas se laisser gagner par l'émotion. Non, attends. Il faut avoir les preuves. Tu ne peux pas venir sur un plateau de télévision et dire oui, il y a des journalistes qui sont corrompus et puis bon, il y a demain. Non, ça ne fait pas sérieux. Il faut. Nous sommes sur un plateau de télévision, beaucoup de nos confrères nous regardent. Ça ne fait pas aussi sérieux que tu viens de dire aussi que d'autres personnes sont corrompues. Moi, je n'ai jamais dit que... Je n'ai jamais dit sur ce plateau, je n'ai jamais dit que des DG sont corrompus. J'ai même dénoncé l'opacité des mesures. S'il vous plaît, on va s'écouter. J'ai même dénoncé l'opacité des mesures qui sont prises en compte de certains DG. J'ai mis en avant la présomption d'innocence. J'ai regretté que ces mesures ne soient pas faites dans la transparence. Je n'ai pas ici dit qu'un DG était corrompu. Et je dis que tu ne peux pas venir sur un plateau de télévision accuser tes confrères sans aucune preuve. Et ça, c'est très grave. Et faut je vais t'en donner. J'aurai la parole. Mais il faut la voir d'abord avant de venir dire des choses. Je vais t'en donner. Oui, parce que ça ne fait pas sérieux. Je vais t'en donner tout à l'heure. Comme ça, tu veux sérieux, je vais t'en donner. Il faut être sérieux. Ça nous ramène, au-delà des rapports de la Cour des comptes ou de l'inspection d'État, ça nous ramène à ce que j'ai dit. Hein. Il y a la présomption d'innocence, il y a des irrégularités, mais au-delà, quand on parle, les malversations, les détournements, les abus de biens sociaux à titre personnel, il faut qu'on les établisse. Parce qu'un directeur général est un mandataire social. OK. Il a un mandat pour diriger une entreprise. À partir de quel niveau, à partir de quel moment sa responsabilité pénale individuelle est établie au point que certains usagers, au lieu de porter plainte contre une entreprise avec lesquels ils sont en contentieux, vont porter des plaintes
personnelles contre le directeur général, des plaintes individuelles, est-ce que si une banque vous doit, vous allez porter plainte contre le directeur général de la banque si vous avez un contentieux avec la banque? Je veux comprendre ce qui est en train de se passer. On veut bien la bonne gouvernance, on veut bien lutter contre les malversations, mais il faut que ça se passe dans la transparence sans abus. Il faut que les choses soient claires. Le directeur général d'une compagnie aérienne, les usagers sont en difficulté, ont des soucis. Le directeur général d'une banque, le directeur général d'une structure, la structure a des difficultés. Est-ce que c'est la structure qu'on poursuit pour demander les réparations regardées ou à quel moment la responsabilité pénale individuelle du dirigeant du mandataire social est établie? Il faut qu'on soit transparent et il faut, au-delà des rapports de la Cour des comptes, qui peuvent pointer des irrégularités, arriver à détecter. C'est pour ça qu'on a des audits, on a des enquêtes approfondies, même si les procureurs sont là, le ministère public est là. Après, la justice, au-delà des rapports de la Cour des comptes, qui est une institution judiciaire, certes, la justice se charge de faire une enquête plus complète sous l'autorité de juges régulièrement constitués par rapport aux infractions. Justement, nous avons... Le tribunal, le pôle économique a été mis en place. Financier, oui. Financier, c'est justement pour connaître de ces questions-là. Et moi, je souhaite que les débats, même au-delà des secrets de l'instruction, les débats puissent se faire de façon plus transparente pour que la suspicion et pour que les rumeurs ne gouvernent pas le processus. Nous allons passer au second thème. Plusieurs structures, et on en a parlé il y a quelques instants, ont été mises sur pied pour contrôler les sociétés publiques. Alors, quel rôle jouent-elles? Quelles sont leurs limites? Nous allons suivre ensemble cet élément de soutien réalisé par Ahmed Traoré, et puis nous revenons sur ce plateau pour en discuter. La volonté du gouvernement de faire de la bonne gouvernance un pilier de l'action gouvernementale s'est manifestée par la création et la mise en place de plusieurs structures. L'on peut citer entre autres la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, une autorité indépendante créée par l'ordonnance numéro 2013-660 du 26 septembre 2013, et la création d'un ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption à la faveur du dernier gouvernement d'avril 2021, ce qui justifie les audits au sein des entreprises d'État. Les directeurs généraux et hauts cadres de l'administration doivent se justifier face aux auditeurs, ceux-ci ayant obtenu carte blanche pour assainir les finances publiques. Les missions de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sont entre autres élaborer et mettre en œuvre les stratégies nationales de lutte contre la corruption, évaluer périodiquement les instruments et les mesures administratives afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, contribuer à la moralisation de la vie publique et consolider les principes de la bonne gouvernance ainsi que la culture du service public. Éduquer et sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption. S'assurer que toutes les institutions publiques disposent de manuels de procédure effectivement appliqués. La haute autorité peut procéder ou faire procéder auprès de toute personne ou structure publique ou privée des opérations d'investigation susceptibles de contribuer à des actes de corruption. Cette volonté de transparence a conduit le gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi à élargir les enquêtes à l'ensemble des entreprises publiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, insiste sur la nécessité de poursuivre la moralisation de la vie publique. Il encourage le Premier ministre à prendre des initiatives dans ce sens. L'ensemble des initiatives prises pour moraliser la vie publique devrait permettre également de mettre en lumière des personnes physiques ou morales qui se seraient distinguées par leur intégrité. Alors, on le constate avec cet élément d'Ahmed Traoré, les mécanismes, des structures existent pour faire ce suivi, pour cette bonne gouvernance. Alors, on en a parlé, c'est vrai, tout à l'heure, mais un mot chacun. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans cette situation de mal-gouvernance? Il y a la haute autorité, il y a la Cour des comptes, il y a un ministère maintenant, il y a des mécanismes. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est que peut-être on ne fait pas trop le contrôle a priori, on le fait a posteriori, et entre les périodes, il y a la possibilité qu'il y ait des écarts. Et bon, quand on se rend compte, on agit. Mais en dehors de ces structures-là, il ne faut pas oublier que les entreprises publiques sont gérées selon des règles, selon la loi,
par celle des directeurs généraux, mais c'est des mandataires sociaux qui ont au-dessus d'eux des conseils d'administration, dont les membres sont nommés en conseil des ministres, par décret du président de la République. Et en général, les présidents des conseils d'administration représentent le président de la République. Oui. Ils ont un mandat. C'est eux, les patrons de l'entreprise. Et selon moi, c'est le premier niveau de contrôle qu'il faut renforcer. De plus en plus, les conseils d'administration mettent en place des comités d'audit internes. Et je crois qu'il faut renforcer cela. Mais autre élément, docteur, j'ai été interpellé là-dessus, je ne sais pas si c'est vrai. C'est les audits, les commissaires aux comptes. Avant les audits, oui. Les commissaires aux comptes des entreprises, les grandes entreprises doivent avoir 2 commissaires aux comptes. Les entreprises dont certains directeurs sont aujourd'hui suspendus ou arrêtés, leurs comptes ont été certifiés, auraient été certifiés. Mais c'est les mêmes cabinets ou les confrères de ces cabinets qui reviennent faire d'autres audits pour accabler ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en temps. Comment des rapports de 2 commissaires, 2 cabinets, ce n'est pas les mêmes commissaires, c'est souvent 2 cabinets qui doivent être contradictoires, certifient les comptes, disent qu'ils ont bien géré, oui. Et puis quelques mois après, on suspend ces DG ou certains se retrouvent un peu. Il y a un problème. Alors justement, docteur, moi je voudrais vous poser cette question pour revenir sur ce que disait Alafé. Il y a des structures ou des directeurs effectivement qui ont été relevés de leurs fonctions. Ils ont été deuxième, ou l'entreprise deuxième au prix d'excellence. Tout a été validé et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation. Le DG est relevé de ses fonctions, malversation présumée. Alors, le citoyen que vous êtes et surtout la société civile, pourquoi, justement, cette situation, en réalité, on a l'impression que ce sont des antagonismes, ou bien on ne parle pas de la même société? En fait, ce qu'il faut Qu'est-ce qui s'est passé, selon vous? Il faut dire clairement, c'est que depuis 2017, oui. que Civis travaille sur la gouvernance et la promotion de la transparence, nous n'avons pas encore trouvé des entreprises de ce type. Il y en a, mais c'est rare, qui ont des comptes disponibles et c'est des comptes qu'on peut donner. La dernière fois, j'étais avec le député Assali Timoko, vous vous rappelez de sa mésaventure, où il est élu maire et on lui donne une dette qui dépasse de 3 fois le budget de la mairie. De quoi s'agit-il concrètement? En 2014, l'État de Côte d'Ivoire était obligé de sortir 2 lois, la 336 et la 337, la loi des finances, et la loi du Code de transparence de la gestion, oui. À cause de ces problèmes. Dans la loi des finances, vous ne pouvez pas, par arrêté municipal, par arrêté ministériel, modifier le budget. Il faut un décret pris en Conseil des ministres. Or, quand à droite, à la fin, comme M. Alafé disait là, à la fin, vous constatez que des gouvernants, par arrêté, ont modifié le budget, ils ont travaillé. Donc, je veux dire, le contrôle citoyen de l'action publique se fait en ante, concomitant et après. Et nos rapports, en tant que citoyens, ne sont pas des investigateurs. Nous avons besoin des médias pour amplifier. Souvent, il y a très peu de médias. Monsieur Félix Boni était à l'Inter, je crois. Ils nous ont toujours soutenus, mais ce n'est pas tous les médias qui publient. Donc, quel est le problème? Qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Non, nous on découvre que le rapport, par exemple, de la Cour des comptes dit, pour telle entreprise, la loi des finances dit que nous ne pouvons pas dépasser, dans une année comptable, oui. Plus de 1% du budget. Exact. Si vous prenez ce rapport de 2019, le budget a été dépassé de 6,6%, c'est-à-dire 514 milliards de francs CFA, là où la loi dit on ne peut dépasser que de 80 milliards. Vous me suivez jusque-là? Donc même au niveau de l'État. Donc oui, au niveau de l'État, on a le chiffre. La Cour des comptes épingle même l'État. Absolument, absolument. Non, c'est les comptes généraux. Oui, mais bien sûr. Voilà. Oui. Donc, quand ça est dit, qu'est-ce qu'il faut faire par derrière? Qu'est-ce qu'on fait? Nous ne pouvons faire que ce qu'on appelle le naming et le shaming. Oui. On nomme l'acte. Parce que nous parlons de moralisation, donc ça touche à l'éthique, ça touche aux valeurs et aux valeurs et aux principes républicains. Quand on a fini cela, on dépose nos rapports un peu partout. On essaie de remplir toutes les cases de ce qu'on appelle chez nous le rapport alternatif.
il a parlé de Doing Business, il a parlé du MCC, il a parlé de Transparency International. Comment l'État de Côte d'Ivoire fait son rapport à lui de la gouvernance et nous, on le fait par derrière ce qu'on appelle le rapport alternatif. D'accord. Ce que je veux dire, nous, on se félicite qu'il y ait ce genre d'émission parce que des informations sont en train de circuler et les citoyens qui nous voient... On a besoin de la bonne information. La bonne information, les citoyens vont savoir que régulièrement, ils peuvent avoir ces informations-là à chaque étape. Je termine en disant, par exemple, le Code de transparence de la gestion, je pense à son article 85, oblige les maires et les conseillers des régions de manière régulière à publier la dette, à publier les marchés publics, à publier même la liste. Je ne sais pas si un Ivoirien a vu un appel d'offres pour avoir du boulot dans une mairie. Donc tous ces éléments-là sont des éléments codifiés par la loi. Et la loi oblige le maire à le publier, soit physiquement ou par Internet. Mais donc ça concourt à la transparence. Guillaume, ils ne le font pas et rarement les gens suivent. En espérant aussi que ce soit après cette émission, le site de la Cour des comptes sera pris d'assaut. Docteur Kwame, Christophe, le rapport. Absolument. Pourquoi pas? Au moins, on aura fait œuvre utile. Guillaume, allez-y. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes là-dessus, le principe. Sur le principe, les lois sont là, la Cour des comptes doit faire ceci, cela. Malheureusement, il se trouve que entre les bons principes qui sont contenus dans les lois, d'abord, et l'une des premières difficultés, c'est que l'État lui-même qui fait la loi ne la promeut pas. On dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est trop facile. L'État a une relation incestueuse avec les lois dans toutes les démocraties du monde. L'État crée les lois et l'État les viole. Je ne parle même pas de violer. Moi, je parle même de violation. Je parle même de vulgarisation. Je parle de vulgarisation. À ce niveau, justement, excusez-moi, Guillaume, justement, vous parlez de vulgarisation. Et je reviens à ce que je vous ai dit. Les médias et la société civile, vous êtes au fait d'un certain nombre d'informations. C'est votre responsabilité aussi d'informer, de sensibiliser. Je suis sur ce plateau avec deux autres confrères et le DG Alafé qui est là. Mais la promotion, la vulgarisation d'un texte, ça a un coût. Et ça, le problème que nous avons aussi avec même l'autre État, je prends le DG là, la commission électorale indépendante par exemple, prend des encarts publicitaires pour parler du processus électoral et doit aux entreprises de presse. Bon, ça, ce n'est pas le sujet. Non, Guillaume, excusez-moi, on reste dans le sujet. Je peux revenir au conseil d'administration. On reste dans le sujet. Je dis, oui, parce que vous avez dit, pourquoi vous ne faites pas ça? C'est un coup pour nous. Guillaume, si on veut aider. Le sujet, c'est la moralisation de la vie publique. Mais la moralisation suppose la vulgarisation des textes. Absolument. Et à un coût. Oui. Mais je vais venir sur les conseils d'administration. La vérité, c'est que les gens qui sont nommés dans les conseils d'administration sont nommés purement... Ils font de la figuration. Pourquoi vous le dites? Mais ils viennent au conseil d'administration pour prendre les jetons de présence, ils ne lisent même pas les rapports. Vous avez... Guillaume, c'est ce que vous dites, et vous dites c'est grave. Vous avez déjà assisté à un conseil d'administration? Bon, je ne vais pas faire ma propre publicité, je suis membre d'un conseil de gestion. Oui. Je sais comment les gens ne viennent pas aux réunions. Oui. Je sais comment quand on vous envoie les documents... Déjà, vous n'avez pas le temps de tout lire. Parfois, vous n'êtes pas des experts du domaine. Ce sont des réalités dans nos entreprises publiques. Et quelqu'un a dit, je crois que c'est DG Alafé, que les présidents du conseil d'administration sont souvent les représentants du président de la République, mais qui ne sont pas des experts en gestion. Et vous avez des présidents du conseil d'administration, parfois même qui ne savent même pas, qui ne comprennent rien au secteur où ils sont, parce qu'ils ont été nommés purement sur des bases politiques. Alors quand c'est quoi un président du conseil d'administration de ce type-là? On lui envoie un rapport de 500 pages. Alors qu'il doit aller à, je sais pas... S'il vous plaît, on ne cite pas de ville. Non, je ne pas dire... Il va aller il a un meeting à faire. Oui. Eliane, je vous dis, sa priorité, ce n'est pas de lire le rapport de 500 pages. Oui. Donc voilà d'où vient déjà le problème. Il faut que le profil de ces administrateurs-là corresponde à l'entreprise dans laquelle où ils sont amenés à exercer. Ça, c'est le premier point. Parce que c'est ça qui fait que les rapports, les certifications passent comme lettre à la poste, parce que les gens ne savent même pas lire un bilan. Hein? Si vous prenez la plupart de nos entreprises publiques, on nomme les gens parce qu'ils ont des relations publiques, parce qu'ils doivent aller faire des meetings. Donc, il faut déjà que dans les conseils d'administration, on nomme des gens qui ont le profil, qui savent de quoi ils parlent, qui peuvent lire un bilan comptable. Ça, c'est d'abord. Guillaume, on vous a ensuite compris. Pour terminer, j'insiste pour dire, même si Dr Kwame pense que ça doit être évident, j'insiste pour dire ces structures-là doivent vulgariser, doivent communiquer, doivent aller aussi au-devant. Il n'est pas interdit à la Cour des comptes d'organiser des journées portes ouvertes, d'aller au-devant des citoyens, dans les collectivités décentralisées, pour parler. 30 secondes. Il faut pas... 30 secondes. On a vu l'inspecteur général d'État.
Son rapport de 2018. 2018-2020. Bon. 2018, 2019, 2020. Oui, c'était de 2018 à 2020. Mais pendant tout ce temps, il était payé? Ce n'est pas le sujet. Guillaume, ce n'est pas le sujet. Docteur, je voulais juste ajouter. Oui, ajouter. Allez-y. Pendant que M. Gbato dit qu'ils doivent le faire, moi, j'insiste pour dire que cet argent-là appartient aux citoyens. Moi, ce que je ne comprends pas, comment les gens peuvent prendre notre jet pour parler comme à Bobo, là. Les gens, vous leur donnez votre argent, l'argent de Côte d'Ivoire, le budget de 10 000 milliards qui va partir, appartient aux citoyens ivoiriens. Comment vous pouvez donner votre argent à quelqu'un? Vous ne regardez pas, vous le laissez gérer comme il veut. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas que c'est leur argent? Docteur, justement... Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci. Docteur, justement... Félix, est-ce qu'au regard de tout ce qui se dit, on a l'impression que le citoyen n'est pas curieux, qu'il laisse faire les choses, et après, on se retrouve dans ce type de situation? Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait? On parle de vulgarisation, on parle peut-être d'ignorance, en fait, de ces textes, alors que nous sommes tous concernés, et je l'ai dit dans la thème de cette émission, c'est notre responsabilité à tous. Et c'est en cela que je voudrais dire que la promotion et la vulgarisation des lois par... des organes de presse que nous sommes, des journalistes que nous sommes, ça ne doit pas avoir un coût. Ça fait partie de la responsabilité des médias. C'est-à-dire, une loi est votée à l'Assemblée nationale, faire connaître cette loi. On s'adresse à un public. Un média, c'est quoi? Un média, c'est un instrument qui a besoin d'audience. Et quand on a des éléments qui peuvent nous permettre de nous adresser au public, de pouvoir intégrer de la qualité dans nos médias, il faut le faire. Moi, pendant plusieurs années, quand je n'étais pas dirigeant, je n'étais pas rédacteur en chef, j'étais même chef de service politique. J'ai passé tout mon temps au Parlement, à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'il y a une loi, quand on finit de voter la loi, je cherche toujours à voir l'intégralité de cette loi. Le directeur le chargé de communication de l'Assemblée nationale serait sur le plateau ici, qu'il allait vous le certifier. On vous croit sur parole. Publier cette loi pour que les gens puissent avoir accès à cette loi. Et ça devient une documentation. Et je me rends compte que peut-être 3, 4, 5 ans après, des gens viennent à notre rédaction pour venir chercher les archives de tel numéro de votre organe de presse qui a publié telle loi pour pouvoir aller prendre connaissance de certaines choses. C'est dit que ça ne doit pas forcément avoir un coût. Je voudrais répondre à votre question en disant que les mécanismes existent. Et Dr Christophe Kwame l'a bien dit. Les mécanismes existent. Quand vous prenez il y a les audits internes, le conseil d'administration. Normalement, un directeur général qui dirige une société, chaque 3 mois, fait des rapports. Normalement. Il y a des rapports qui sont faits. Il y a tout le mécanisme existe. Mais c'est les hommes qui appliquent le mécanisme. C'est comme quand on dit la loi par rapport à peut-être un policier qui doit appliquer une loi sur une route, qui peut regarder quelqu'un qui grille le feu et le laisser passer, c'est les hommes. Il faut choisir les bonnes personnes au bon poste, parce qu'il y a des postes clés et sensibles pour lesquels il faut choisir les bonnes personnes. Et je rejoins un peu Guillaume quelque part. Il faut éviter de choisir des personnes par mimétisme, par militantisme, pour faire plaisir à des gens. Il faut choisir des gens qui ont la probité, qui ont la rigueur, qui ont une certaine honnêteté pour pouvoir dire, et il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire qui, à leur poste, font preuve de probité. Et quand on est dans un domaine où la prévarication peut nuire à tout le monde, parce que quand on vole les deniers publics, c'est 24 millions d'Ivoiriens qui en pâtissent. Il faut mettre les gens à des postes clés pour éviter que nous ayons toujours ce laxisme qui nous conduit à des prévarications. Alors, avant que vous n'interveniez, est-ce que vous pensez qu'il y a une erreur de casting en ce qui concerne certains directeurs qui ont été aujourd'hui suspendus ou d'autres qui seraient en préventive à la MACA? Est-ce que c'est une erreur de casting? Parce que vous parlez de choix peut-être politiques, mais est-ce qu'on ne peut pas être proche d'un parti politique et faire preuve de probité? Est-ce que c'est antinomique? Pour moi, il n'y a pas d'erreur de casting au niveau des directeurs généraux, mais il faut plutôt voir au niveau des conseils d'administration. Et de deux, il faut s'assurer effectivement de ce que les audits donnent et de la réalité des suspicions de malgouvernance. Parce que là encore, on n'a pas d'éléments. Et lorsque quelques-uns ont des scoops de ces audits-là, c'est manipulé. C'est manipulé et ce n'est pas présenté de façon intègre et intégrale. Donc il faut qu'on ait tous ces éléments pour s'assurer qu'il y a de la malgouvernance avérée à partir des présomptions. Je voudrais ajouter que lorsque un directeur général, d'après mes informations, est suspendu, son salaire n'est pas totalement suspendu. Il perçoit 50%. Et il est censé percevoir des primes et des avantages parce qu'il n'est pas limogé.
Il est suspendu. Il n'est pas limogé, il n'est pas révoqué, il n'est que suspendu. Donc, il perçoit 50% de son salaire. Cela vous choque? Il perçoit ses primes. Cela vous choque? Hein? Est-ce que cela vous choque? Ça ne me choque pas. C'est pour dire ça dure, les suspensions. Oui. Où on établit qu'ils ont mal géré, oui. On les révoque, ou on les réinstalle. Parce qu'on a presque double salaire. Il y a des intérimaires qui ont les salaires de DG, intérimaires, et il y a des DG suspendus oui. qui ont la moitié des salaires et qui sont supposés maintenir leurs primes et autres avantages, même s'il nous revient que certains directeurs généraux ou conseils d'administration ont suspendu ces traitements-là, ce qui d'ailleurs n'est pas correct. Devant la loi. Devant la loi. Donc il faut que les conseils d'administration, oui. il faut que le gouvernement soit vigilant sur la question pour éviter que la recherche de la bonne gouvernance nous conduise à des dépenses supplémentaires. On paye déjà des audits, il y a des auditeurs à payer. Oui. Si un DG reste longtemps suspendu, il continue moins à percevoir et son intérimaire aussi perçoit des choses. Et un certain nombre de... Ça fait encore de l'argent pour les entreprises. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous avez le sentiment que c'est la société, entre guillemets, qui pourrait fabriquer, on va dire, des personnes qui détourneraient, parce qu'il y a beaucoup d'attentes à l'égard de ces personnes qui sont nommées, qui sont en réalité au sommet. Est-ce que la société ivoirienne elle-même, elle n'a pas une responsabilité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, dans son comportement? Docteur. Non, je vous pose la question. Non, en fait, moi, personnellement, j'ai une posture depuis 15 ans, un peu comme Guillaume. J'ai pris une posture de dire que je fais du sacerdoce, oui. de l'information, de l'éducation pour la transformation. Hein? J'ai eu personnellement une chance unique d'aller être formé pour piloter le changement en Allemagne. Par Fritz. Ah, c'est la rigueur. Voilà, la rigueur en Allemagne. Donc, ma posture à moi est que, juste après le constat, je saute l'émotion, oui. Je rentre dans la réflexion, l'action, et nous sommes aujourd'hui au stade de proposer des stratégies discursives. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous parle du rapport de l'inspection générale d'État, du rapport de la Cour des comptes. Est-ce que, en tant que citoyen, en tant que ONG, nous avons des possibilités de poursuite, nous, en tant qu'ONG? Nous l'avons découvert à l'article 8 du Code de procédure pénale. Tout à fait. Je vous donne même pour exemple ici que nous l'avons déjà fait par le passé. Nous avons saisi un ministre de la République de Côte d'Ivoire le 14 juillet 2020. Je ne vais pas le citer. Non, on ne cite pas... je ne vais pas le citer. Il a sorti un arrêté ministériel. Civis a trouvé que ce n'était pas bon pour la société. Oui. On l'a saisi, le ministre a compris. Et il a retiré. Et il nous a écrit vraiment poliment. Donc, nous sommes en train d'aller vers des stratégies de ce type, B2B, et généraliser cela pour que les 2000 ONG qui sont en Côte d'Ivoire puissent le faire et que la voix des citoyens soit entendue. 2000 quand même. Oui, à peu près 2000. Oui. Moi, je finis 30 secondes. Donc, pour nous... Vous avez déjà fini, docteur. Merci, allez-y. Voilà. Non, allez-y, c'est bon. Non, allez-y, c'est bon. J'ai pris la parole, je n'ai pas l'intention de la laisser. Merci. Merci, docteur. Alors, Guillaume. Je disais que... allez-y. Tu as posé deux questions. D'abord, la principale, est-ce que c'est la société ivoirienne qui amène les gens à détourner de l'argent? J'ai dit non. Non, je reprécise ma question. Oui. Est-ce que la société ivoirienne elle-même, je ne dis pas qu'elle est responsable, mais de par certains comportements, est-ce qu'elle ne favorise pas je dis tout de suite certains non. comportements? Parce que les gens qui sont intègres en Côte d'Ivoire et qui ne cherchent pas à soutirer de l'argent de l'État, il y a des gens qui travaillent, qui respectent la loi. Et ils sont nombreux, les plus nombreux. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens, qui soient fonctionnaires ou dans le secteur privé, qui travaillent de façon correcte. Donc, on ne peut pas dire la société favorise par le comportement parce qu'on vous sollicite. Favoriserait, on conditionnel. On vous sollicite. Oui, mais nous sommes dans une société africaine où la solidarité est un principe. Donc, vous en avez un peu plus. Mais on ne vous demande pas d'aller prendre dans la caisse de l'État. Ce que vous avez, vous pouvez assister vos parents, vous pouvez assister vos cousins, mais dans la limite de vos biens. Et non, aller chercher ce qui ne vous appartient pas, parce que ça s'appelle du vol. Mais et la société n'encourage pas le vol. Mais justement... Maintenant, je voudrais revenir sur la question de la transparence et de la cohérence même. Vous avez vu, on en a parlé un peu brièvement, mais il y a eu quelques courriers entre le ministre de la Justice et le ministre de la Bonne Gouvernance, qui avaient pris une position, qui avait, concernant justement même un certain nombre de magistrats,
Oui. Il avait dit des choses. Et après, quand son collègue lui a dit, mais OK, mais c'est bien beau, moi je veux avoir les preuves. Mais le ministre de la lutte contre la corruption s'est retrouvé, on a dit, le bec dans l'eau. Oh là. Ah oui, il n'avait pas de preuves. Guillaume, il a fini par s'excuser. Non, Guillaume. Ah bon, ah oui, il s'est excusé. Guillaume, vous, Si, il faut. par courrier. Guillaume, il faut. Bon, on a le... Il s'est excusé. Guillaume. Le ministre Guillaume, écoute, si il ne s'est pas excusé auprès de son collègue du ministre de la Justice, il peut me contredire. Guillaume, oui. Comme on dit, on utilise le ton approprié. Bon, OK. Vous savez, je ne suis pas diplomate. Non, c'est pas la diplomatie. Nous sommes sur un plateau de télévision. Les Ivoiriens nous regardent. Et vous êtes un éminent journaliste. Oui, et vous avez le vocabulaire approprié. C'est pour ça que la question de coordination, de respect de la loi, de procédure transparente est une exigence. Ce n'est pas parce qu'il y a des présomptions qu'il faut se précipiter, aller un peu dans tous les sens. Il faut avoir une démarche méthodique, une démarche qui puisse être suivie et qui puisse nous permettre d'atteindre l'objectif. Parce que si on agit de façon inopinée, sans manuel de procédure pour parler, comme on le dit souvent dans l'entreprise, sans objectif clair, bien entendu, on va faire du bruit, ça va faire du bruit un peu de temps, et puis après, Guillaume, on ne va pas éradiquer le système. Donc, comme le docteur l'a dit, les manuels de procédure existent, mais c'est l'application. Mais je parle même de la méthode, même des audits, de tout ce qui se fait. On prend quelqu'un, on le met en prison, le lendemain, son ami se promène, on ne sait pas, lui, il fait un post sur Facebook pour remercier le président de la République, mais ce n'est pas correct. Il faut que tous ces DG soient égaux devant la loi et devant les procédures. On a compris. Maintenant, concernant la vulgarisation... Vous avez posé une question, je vais répondre aussi à la question. Allez-y, Félix. Allez-y. Justement, vous posez la question, est-ce que la société ivoirienne favoriserait ces prévarications? Moi, on n'a pas encore parlé jusque-là d'enrichissement illicite. Ça fait partie la malgouvernance, c'est dedans, absolument. L'enrichissement illicite, les détournements de deniers publics, c'est la malgouvernance. Faire mon raisonnement. Allez-y. En m'appuyant sur l'enrichissement illicite, qui est d'ailleurs interdite. Il y a eu une ordonnance en 2013 qui donne toutes les peines par rapport à l'enrichissement illicite en Côte d'Ivoire. Je dis tous les mécanismes existent en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, moi, je pense que la société, quelque part, il y a un certain laxisme au niveau de la société qui quand même favorise certaines choses. À quel niveau? Et quand je parle d'un certain laxisme au niveau de la société, je vais parler de la société politisée. Quand on a une société politisée et que parfois l'action politique, le militantisme politique permet certains favoritismes au niveau de certaines nominations et ce n'est pas propre à un régime. Si vous prenez le cas de la filière café-cacao, à un moment donné, lorsqu'on a libéralisé la filière café-cacao dans une autre société politisée de cette époque, des gens avaient l'impression qu'ils pouvaient se permettre tout et se sont tout permis jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se retrouve avec des audits et certains se sont retrouvés en prison et même frustrés, croyant, se disant que comment moi je peux me retrouver en prison sous ce régime. Donc vous voulez dire que certains se pensent ou se croient intouchables, c'est cela? Ils se croient intouchables parce que je suis peut-être un cadre du parti, membre du parti au pouvoir, j'ai été nommé là, je peux me permettre ceci. Et donc, la société politisée favorise vraiment ceci. Quand vous regardez ceux qui ont été épinglés, vous verrez qu'il y a des hauts responsables politiques qui sont dedans, des élus locaux, des parlementaires qui sont dedans. Ce sont des gens qui, à un moment donné, peut-être se sont dit, mais tout est permis. Ils ne savaient pas que ça allait les rattraper. Et c'est pourquoi j'ai dit, tout est bien à point, tout arrive à point nommé et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Très bien. Et je salue ces audits. Très bien. C'est vrai, la pression sociale est forte, certes, mais la responsabilité, elle est individuelle bien aussi. Entendu, il faut que les DG, pas que seulement les DG, on peut s'interroger aussi sur les ministres et les maires. Bien entendu. Ils n'ont pas souvent de ressources, mais ils font des campagnes à 100 millions, 1 milliard. Ça vient d'où? Il faut aussi poser la question. Mais moi, ce que je souhaite, moi je milite. J'estime que le président de la République a posé un acte fort avec la déclaration des biens. Oui. Mais on doit aller plus loin. On doit rendre ça public. Plus de transparence. Plus de transparence. Il faut rendre ça public. Lorsque tu es élu maire, député, tu es nommé ministre, tu deviens magistrat, tu es procureur, que tu acceptes certaines fonctions, que ce soit public ou privé, tu déclares tes biens et puis on publie. Oui. Ah oui, il faut qu'on publie. Tu peux être plus riche en partant, mais ça doit être un enrichissement licite. Il y a des primes qui existent. Il y a la possibilité de gagner plus d'argent, il y a la possibilité de devenir riche. Mais moi, je pense que si on veut aller plus loin,
tous nos discours là resteront vains si nous ne militons pas pour la publication de la déclaration des biens. Très bien. C'est un engagement qu'il faut prendre et moi je lance cet appel et ça va décourager les gens qui pensent qu'il faut accéder à des fonctions pour devenir riches et léser, comme vous l'avez dit, les 1000 milliards de nos budgets, prendre des parties dedans au détriment de la population. C'est pour cela que moi je me suis engagé à promouvoir le budget de plus en plus. Il est volumineux, 500 pages ou plus, et il détermine les dépenses de chaque institution, de chaque ministère. Je lis et je relis ce budget régulièrement et je m'en ferai le promoteur et l'avocat pour qu'aucun centime de ces près de 10 000 milliards ne tombe dans des mains indues et ne soit utilisé de façon incorrecte. C'est important, mais en même temps, il est utile vraiment, je pense, de militer pour que la déclaration des biens soit publique et que ce soit diffusé, parce que cela se fait ailleurs. Nous ne perdons rien à le faire. Très bien, Alafé. Messieurs, nous allons pour l'instant... Allez-y, 15 secondes. Je voulais dire qu'on n'a pas besoin de publier la déclaration des biens, parce qu'il y a un organe qui se charge de faire ces déclarations. L'organe vers qui on déclare les biens est habilité de faire des contrôles pour savoir, un an, 2 ans après, où en sommes-nous avec le train de vie de telle personne, avec ses biens. C'est-à-dire, il y a un organe habilité qui doit faire son travail. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que ça fait partie de la vie privée de ceux qui déclarent les biens. Non, c'est pas la vie. Donc on revient à ce qu'on a dit. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Les mécanismes existent pour le contrôle en ce qui concerne la bonne gouvernance. Nous allons passer au 3e sujet, et c'est le dernier sujet de cette émission. Que pensent les populations de cette situation? Elles se prononcent et puis également elles font des propositions. Vous avez un peu anticipé, mais on va revenir là-dessus. Et nous écoutons les populations au micro de Naomi, Nda et Guedro. Les audits qui ont eu lieu récemment en Côte d'Ivoire, nous pensons que c'est une bonne chose. Quand une structure fonctionne, il faut quand même faire le point financier de la structure pour voir comment la structure fonctionne, voir ce qui va, ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut corriger. Parce que les audits, ce n'est pas forcément culpabiliser les gens, mais c'est pour voir le fonctionnement et remettre en cause la gestion. Les audits, réellement, moi, ce que je pense, c'est normal quand il y a dans une structure de l'État, en tant que DG, il faut qu'on fasse des audits pour pouvoir savoir, connaître au moins comment la société puisse s'organiser. Il faut qu'on fasse des audits pour pouvoir savoir, aujourd'hui, là, en tant que la Côte d'Ivoire, il y a eu des audits, oui, mais vraiment, c'est la débandade totale parce qu'avec des fraudes partout, vraiment, ça m'a fait mal parce que c'est un pays où tout est organisé. Donc, je voulais que, réellement, qu'on fasse des audits jusqu'au bout, pour qu'on puisse comprendre réellement ce qui se passe dans les entreprises de l'État de Côte d'Ivoire. Les audits, ça fait partie de ce qu'on appelle la gouvernance. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. À tout moment, on fait les audits. Voilà. Et le tout n'est pas de faire les audits, mais c'est de dire quelles sont les procédures qui doivent être appliquées dans les grandes entreprises. Parce que les audits, tu vois, ça fait un petit effet de mode. Moi, je suis un peu scandalisé quand on a fait un audit, on a découvert que telle personne a détourné tel milliard, mais je suis désolé. La première des choses qu'il faut chercher à voir, c'est les procédures. C'est-à-dire comment un directeur va décaisser. Est-ce que c'est lui seul qui décaisse ou bien il y a toute une chaîne? Voilà, c'est ça, l'efficacité des entreprises. Il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Si vous ne voulez pas que les gens détournent l'argent, il faut les surveiller. Et les surveiller, c'est à travers les audits de façon régulière. Quand on fait l'audit, il faudrait que le résultat soit probant. Mais on fait l'audit et puis ça ne nous donne rien. On fait l'audit, ça ne nous donne rien. Ah, sincèrement, à mon humble avis, moi, ça me décourage. On fait l'audit pour savoir ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Mais quand on fait l'audit, et puis bon, on sait qu'il y a eu des failles et qu'on ne cherche pas à corriger, bon là, c'est dommage. Au lieu de faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant de faire les audits, on pourrait procéder comme on le fait au niveau des finances, les primes trimestrielles. Chaque 3 mois, on peut faire l'audit. Chaque 6 mois, on peut faire l'audit. Et de manière inopinée, le responsable, il est là un matin, on vient, c'est comme une inspection. Et puis bon, on voit ce qu'il y a dans sa caisse.
Naomi Egedro pour ce micro-trottoir. Alors, messieurs, on a écouté donc la population qui souhaite que ces audits aboutissent. Et elles font évidemment quelques propositions, des visites inopinées, de façon à ce que personne n'ait le temps de ranger qui dossier, qui compte. Alors, ça vous fait rire à la fée. Alors, qu'est-ce que vous dites de cela? Proposition par rapport à ce qui se passe. Oui, mais... Est-ce que c'est pour vous, ces audits vont aboutir à quelque chose et la justice tranchera, innocent ou coupable? Ce qu'il demande, ce n'est pas les audits, c'est une enquête judiciaire qui peut débarquer comme ça. Oui, mais audit, on ne fait pas ça de cette manière. L'audit, c'est préparé. Mais c'est pour vous dire que la population est en attente de résultats. On est d'accord là-dessus. C'est peut-être le parquet financier qui peut faire ça, débarquer sans prévenir et puis prendre les documents. Mais le pôle financier, de toutes les manières, peut le faire. Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Docteur, je vais arriver tout de suite. Oui, on fonde beaucoup d'espoir sur ce pôle financier. Et ça fait partie des solutions. Oui. Il fait peur, ce pôle financier. D'ailleurs, on a les échos en ville. Oui. il fait peur et les gens ont peur d'aller devant. C'est déjà, on dit, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Oui. La peur de la justice est un début de sagesse. Mais il faut que la peur soit plus forte pour que les gens fassent attention. Tant qu'il n'y a pas de peur, comme il a dit, tant qu'on a le sentiment d'impunité, on fait et puis il n'y a rien, les choses ne changeront pas. Il faut que, c'est ça peut-être l'avantage de ce qui est en train de se passer. Les gens ont compris que quelle que soit notre position, quelle que soit leur position politique, quel que soit leur statut, ils ne seront pas à l'abri. Qu'ils soient DG, PCA, directeur quelque part, ou même ministre. Parce que ça peut aller plus loin, ou même ministre. Mais moi, je veux insister sur une chose. Allez-y. Pas de rumeurs, pas de suspicions sans fondement. Il faut des éléments précis. Parce qu'il faut des éléments précis. Mais il faut des éléments précis, il faut des preuves. À la fin, là, docteur, je vais aussi vous prendre un témoin, après je vous donnerai la parole. Oui. Félix, Guillaume, nous sommes sur ce plateau, la Côte des Ivoires nous regarde. Oui. Vous parlez de rumeurs. Oui. Parfois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais aussi excusez-moi, hein, on est tous du même corps, mais parfois, on a le sentiment que les enquêtes ne sont pas poussées et des noms sont affichés sans prendre de précautions et au détriment de la vie privée, du respect de la vie privée des présumés innocents. Donc, votre plaidoyer, il est important. Mais bien sûr. C'est pour ça que nous voulons, et puis nous voulons peut-être les rapports d'audit. Oui. Quand ils sont donnés, et les rapports d'audit ne sont pas des décisions de justice. Le rapport de l'inspection d'État, le rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas des condamnations judiciaires. Ce n'est pas des preuves de culpabilité. Un rapport d'audit fait des observations et puis des auditeurs émettent des opinions. Les auditeurs, l'inspection d'État, la Cour des comptes, ils font des observations, ils émettent des opinions. Après, pour montrer qu'il y a eu culpabilité, il y a eu malversation, de façon délibérée, il y a eu détournement, il y a eu mauvaise gestion, il y a eu abus de biens sociaux, c'est-à-dire des cas graves de malversation au-delà d'irrégularité, où on va vous dire, vous avez payé des frais de mission à quelqu'un et il n'a pas voyagé, ou bien le rapport de mission n'est pas là. C'est une irrégularité. On ne peut pas dire déjà mal géré pour ce genre de choses. Vous avez donné per diem 10 000 francs à quelqu'un alors que cette ligne n'est pas autorisée. Bon, ça, c'est des erreurs de gestion. Mais après, il ne faut pas qu'on vienne accabler, comme vous dites, des gens pour dire qu'ils ont volé 10 milliards. Où sont ces 10 milliards? Où sont les preuves? C'est ça aussi le problème. Il faut qu'on nous sorte les audits. Il faut qu'on les rende publics. Voyez-vous, docteur? Il y a le rapport de la Cour des comptes là, mais il y a des audits que nous attendons depuis 6 mois, que nous ne voyons pas. Et il y a des rapports que les gens sortent sous le manteau. Il faut qu'on nous les présente de façon transparente, sans les cacher, sans les utiliser pour accabler ou régler des comptes. Je pense que votre message, il est entendu. Voilà. Docteur, justement, je vous relance sur l'ordonnance 660 du 20 septembre 2013. Vous avez toute la latitude d'anticiper, de dénoncer, de prévenir. Et vous, par rapport à votre fonction et votre quotidien, vous avez un regard citoyen. Alors, par rapport à ce dont parlait Alafé, comment vous pouvez procéder pour que ce soit transparent, qu'il n'y ait pas d'accusation gratuite, parce qu'il y a aussi une recherche effrénée du scoop? En fait,
la Cour des comptes a des auditeurs internes. Toutes les sociétés d'État ont des auditeurs internes. Je pense que le terme audit même ne trace pas réellement ce dont il s'agit. Parce qu'à la réalité, un audit consiste à venir contrôler selon les procédures préalablement établies. Est-ce que réellement le DG fait ce qu'il doit faire selon la loi? Moi, je pense que vous avez posé une autre question à laquelle je voulais répondre. Allez-y. Relativement aux solutions. Oui. Tout le monde a parlé de déclaration de patrimoine. Je ne sais pas si vous avez lu le décret de 2014 et le décret rectificatif du décret de 2014 de 2018 qui parle de déclaration de patrimoine. Quand vous regardez bien, les enfants adultes, l'épouse, les neveux ne sont pas sur cette liste de la personnalité. Donc, depuis 1 an, Civis Côte d'Ivoire demande que l'État du Côte d'Ivoire introduise dans la loi la déclaration de patrimoine et la déclaration d'intérêt. Oui, la déclaration d'intérêt permet de régler le problème de conflit d'intérêt qui, lui, permet à n'importe quel citoyen de pouvoir masquer une partie de ses biens. Avec un prête-nom. Avec un prête-nom. Donc, tout le monde a compris. Donc, pour nous, tout le monde connaît l'attestation de régularité fiscale. Oui. Nous souhaitons aussi que l'État établisse ce qu'on appelle une attestation de régularité de déclaration de patrimoine et d'intérêt. Donc, vous avez entamé cette démarche. La démarche est en cours. Nous continuons ce plaidoyer. Pourquoi nous le disons? Si vous regardez sur le tableau, sur le site Internet, encore une fois, de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, depuis 2015, il y a de bons élèves. Si vous regardez là où c'est rouge, ils sont à 41% pour un groupe et 48% de déclaration pour l'autre groupe. C'est nos autorités régionales et municipales. Elles sont les derniers de la classe en termes de déclaration de patrimoine. Nous, on dit, l'article 54 est clair. 5 mois avant, 5 mois après, on doit y aller. Si le président de la haute autorité m'entend, l'article 54 lui donne le droit. Rassurez-vous. L'article 4 aussi, de la 661, parce que l'article 54, c'est la 661. 660. L'article 4, alinéa 17 de la 661, lui donne aussi le droit de déférer au procureur de la République tous ces mauvais élèves-là. Donc ça, c'est ce que nous disons en termes de... Parce que la haute autorité pour la gouvernance, elle a des pouvoirs qui sont très forts. Très forts, très affirmés. S'auto-saisir. Je termine en disant que l'élément principal dont nous n'avons pas parlé ici, c'est les partis politiques. Non, mais justement, docteur... Pour les solutions. Au départ, on en a parlé, mais j'ai... Non, c'est pour les solutions. Indiqué qu'il n'y avait pas de parti politique ici, et je ne souhaiterais pas... Non, ça c'est par rapport à la loi. Ça n'a rien à voir avec les personnes ni les partis. La loi dit que toute personne qui utilise l'argent public, directement ou indirectement, doit donner un rapport. Bien sûr. Depuis 2017, la Haute Autorité et la Cour des comptes courent après les partis politiques pour leur rapport. Ils n'ont jamais fourni. Ils vous entendent, hein? Nous, on propose qu'à partir de cette année, les prochains financements des partis politiques soient assujettis au dépôt de leur rapport. C'est nous tous notre argent. En quoi une association qui devient parti politique, que moi je peux créer demain, puisse avoir un financement et ne répondre pas à la loi. Et moi j'ai créé aujourd'hui une ONG, alors je dois répondre à la loi. Demain j'ai le droit de créer un parti politique, d'être financé et imaginer que je ne réponde pas devant la loi. Donc une de nos solutions, c'est ça. Nous sommes en état de droit, égalité devant le droit, il faut le faire. Je termine, s'il vous plaît, je termine en disant... Terminé. Allez-y, docteur. Pour nous qui faisons la dénonciation, pour tous ceux qui font le lancement d'alerte, la loi qui est sortie est limite. Nous sommes dans un plaidoyer actuellement pour que l'État sorte une loi spécifique aux lanceurs d'alerte. Pour la protection. Non, la loi pour la protection des dénonciateurs, de leur famille et tout existe. Ça existe. Son décret d'application existe. Mais ce que nous souhaitons, le lanceur d'alerte est différent. Il peut être interne, il peut être externe. Aujourd'hui, avec même Facebook, tout citoyen peut être un lanceur d'alerte. Donc, il faut une protection pour que la traçabilité de ceux qui vont blanchir l'argent puissent être dénoncés publiquement. Justement, attention, justement, pas lancer de fait. Eux aussi sont assujettis. Il y a une loi pour les condamner. On parlait de la course effrénée au scoop. Les réseaux sociaux parfois accusent à tort et à travers et sans preuve. Et on jette des pères de famille ou des mères de famille à la vindicte populaire. Oui, Guillaume. Oui, comme Yann, tu as évoqué les solutions. Je crois que... Oui, on est dans les solutions. Oui.
docteur a fait des propositions techniques par rapport à... Mais on se rend bien compte, et tu l'as dit aussi avec docteur, que la haute autorité de la bonne gouvernance a tous les pouvoirs entre les mains. On se rend bien compte. Alors, j'ai un aîné qui aime raconter cette histoire en parlant de C.A. Robinson qui gardait toujours son poing et qui ne l'utilisait jamais. Voilà. Au moment où on entend qu'il donne le coup de poing pour mettre KO son adversaire, il garde son coup de poing et lui, on le met KO. C'est ça, pour schématiser. Oui. Nous avons des institutions qui, au regard de la loi, ont des pouvoirs étendus pour faire leur travail. Et on ne sait pas ce qui se passe. Ils préfèrent fermer les yeux, tourner en rond. Et bon, c'est ça que le problème. Qui vous dit que... Pourquoi vous dites que... préfère fermer les yeux, tourner en rond, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui. Si on en a encore à débattre aujourd'hui, c'est parce que c'est insuffisant. Si les choses se passaient très bien et que les personnes, les différents audits, les différentes enquêtes, on a cité toutes les inspections qu'il y a dans les ministères, on a parlé de l'inspection générale d'État, il y a l'inspection générale des finances, il y a l'autorité de la bonne gouvernance, il y a le pôle financier. À la fin, tu parlais du pôle financier qui fait peur. Mais qui connaît bien même ce pôle financier? Le projet de loi, il est récent, il date de juillet 2021. Il n'y a pas une vulgarisation suffisante de ce pôle financier. Quelles sont ses prérogatives? Quels sont ses moyens de travail? Etc. Alors justement, votre proposition en tant que journaliste, justement, puisque vous dites qu'il n'y a pas de vulgarisation... Il n'y a pas de vulgarisation. Que comptez-vous faire? C'est qu'on ne doit pas se contenter de prendre des textes et passer au suivant. Parce que la phobie, ou bien je veux dire... L'inflation législative. Des textes... L'inflation des textes, ça ne règle pas les problèmes. On a des textes qu'on peut appliquer, on ne les applique pas et on se plaint. On ne les connaît pas. Et j'ai entendu ici, docteur, Félix a dit à ma gauche, oui, la publication des lois ne doit pas avoir un coût. Mais écoutez, c'est un coût. C'est un coût. Moi, je suis aussi à la tête de la rédaction de Notre Voix. Si vous devez publier, déjà l'affaire parler du budget, ça fait 500 pages. Oui. Ça vous prend combien de journaux? De 12 pages, de 12 pages. Même si vous faites des résumés. Mais ça a un coût. Et il faut que les autorités, ces entités étatiques, ne fassent pas la fine bouche. Doivent avoir... Elles vous disent, ah oui, vous les journalistes, on ne vous voit pas. Mais qu'est-ce que vous faites pour avoir les journalistes? Est-ce que vous organisez des conférences de presse? Est-ce que vous... le docteur a venu longuement sur le rapport de la Cour des comptes. Mais moi, je n'ai jamais vu ce rapport dans une rédaction. Mais aller à la source aussi, Guillaume. Oui, mais d'abord, leur travail, d'abord, c'est donner de l'information. Parce qu'ils sont payés pour ça. Ils ont des budgets pour ça. Donc, transporter un rapport de une rédaction, ça ne va pas leur coûter grand-chose. Voilà. Ça ne va pas leur coûter grand-chose. Donc, quand la Cour des comptes fait ce rapport, je demande au président de la Cour des comptes de faire l'effort de payer un vague-messe pour distribuer ce rapport. Et puis envoyer par mail en plus. Nos mails sont publics. Guillaume, votre vocabulaire ce soir, il est châtié. Félix, je précise qu'il y a les solutions, vraiment, on est dans les solutions. Oui, je précise qu'il y a des institutions qui ont vocation de ne pas trop communiquer, comme la Cour des comptes, comme qui ne communiquent pas et qui ont leur mécanisme de communication. Donc, on ne va pas les obliger à faire ce qu'ils ne font pas habituellement. C'est que vous dites est tendancieux. C'est à la fin qui a commencé à publier le budget, je ne pense pas qu'il a été payé pour le faire, mais c'est le boulot du journaliste de le faire. Ce n'est pas de la philanthropie, mais le journalisme, c'est un responsable. La responsabilité des médias. Moi, je dirigeais aussi des médias depuis combien d'années. Je suis responsable de rédaction et tout. On ne m'a jamais payé pour publier beaucoup de choses que j'ai faites. Dr Christophe Kwame m'a dit tantôt, c'est une ONG qui m'a apporté beaucoup de choses que j'ai publiées. Ça fait partie de notre devoir d'information. Guillaume, c'est moi qui dirige le débat. Ceci étant dit, vos solutions, c'est en termes de solutions, je pense que depuis qu'on parle sur ce plateau, on répète, les mécanismes existent, les principes existent. Et Dr Christophe Kwame a répété plusieurs fois. La loi dit, la loi dit, la loi dit. Il n'y a qu'une seule chose, il faut appliquer la loi. Que chacun fasse son boulot. Ceux qui ont les prérogatives, comme la haute autorité, ils doivent faire leur travail. Maintenant, les auditeurs, parce qu'aujourd'hui, si on fait ce débat, c'est parce qu'on a l'impression qu'il y a un audit spontané, une action particulière. C'est un travail régulier qui doit se faire. Comme les extraits de naissance, on ne doit pas attendre des audiences foraines pour faire des extraits de naissance. Ça doit être des actes réguliers. Il faut que la République fonctionne
Et si la République fonctionne, on n'a pas besoin d'être sur un plateau pour demander pourquoi est-ce que tel a volé, tel a volé. Les choses vont aller de... Alors, moi, je vous relance sur quelque chose, parce que c'est vrai qu'on parle de solutions, mais il y a une question, parce qu'on parle des audits, on parle de sociétés étatiques, publiques, mais le sentiment, au regard de ce qui se passe, c'est que plusieurs secteurs sont touchés. Le secteur de la santé, par exemple, comment concevoir que des médecins ou des agents du corps médical fassent payer des poches de sang entre 50 et 70 000 francs CFA, donc c'est 10 fois plus cher que le prix normal, à des personnes, à des familles qui sont parfois dans la détresse. Et la question, où est la déontologie? Parce qu'on a parlé de valeurs, on a parlé d'éthique, mais où est la déontologie? Je parle du secteur de la santé, et ça, le ministre de la Santé lui-même, il a évoqué ces questions, et un mécanisme a été mis sur pied. Il y a des personnes qui sont donc envoyées de façon incognito dans certains centres de santé, filment les contrevenants, et on les prend donc sur le fait. Est-ce que la Côte d'Ivoire est obligée d'arriver à cette façon de faire? Docteur? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de prophéties autoréalisatrices dans notre société. Très souvent, les gens disent « je donne à Dieu pour moi ». Je le dis, je le répète, depuis une dizaine d'années, nous avons le droit, nous avons découvert qu'en tant que citoyens, en tant qu'ONG, en tant qu'association, même en tant que fédération de journalistes, nous avons le droit de déférer nos autorités. Je donne l'exemple de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Oui. Depuis combien d'années elle n'applique pas l'article 54? Nous tous ici, nous avons le droit d'écrire au Conseil d'État contre le président. C'est là que ça bloque aussi. On est 25 millions de citoyens. Le gouvernement, c'est 40 personnes. On a peur de signer une saisine. Est-ce que c'est la peur ou c'est de l'ignorance? Je ne sais pas. Personnellement, personnellement, oui. Nous venons de saisir la HACA, nous venons de saisir le Conseil constitutionnel, nous venons de saisir tant. Et les mails sont là. Nous envoyons le mail aux 2000 ONG pour qu'elles signent. Oui. Depuis 2014 à aujourd'hui, SOS, Mata Coulibaly qui a signé une fois, MIDH, Maître Doumbia qui a signé une deuxième fois, et ainsi de suite. Quand on appelle les citoyens, qu'on appelle les ONG, docteur, je vous reviens. Et ils ne viennent pas, ils ne signent pas. Toutes ces autorités, vous pouvez les appeler. Nos courriers sont là-bas signés, très souvent par le chef du plaidoyer et tout. Donc, au-delà d'accuser le gouvernement, le président de la République a obligation, quand il a signé les traités internationaux, de les transformer en loi. Il fait une partie de son boulot. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, sous la table, et nous on l'a entendu, une partie de son parti politique dit « si vous mettez telle personne en prison, nous on démissionne ». Donc le président, il a deux... Vous l'avez entendu? Vous étiez à cette réunion? Moi, personnellement, j'affirme, je peux le confirmer aujourd'hui. Ma question, vous étiez à cette réunion? Je n'étais pas à une réunion, j'ai entendu un individu qui est venu à moi. Nous faisons des enquêtes. Je peux même dire son nom si vous voulez. Non, on ne cite ce que je suis en train de dire... Ma question, docteur, elle est précise. Nous sommes sur un plateau, on nous regarde. Ce que nous disons est très important. Je vous précise. Ma question, elle est précise. Est-ce que vous avez été à une réunion où cela a été dit, docteur? Je ne vous parle pas de réunion. À quel moment? Je vous précise quelque chose. Allez-y. Le président de la République fait les lois. Oui. Le président de la République a une contrainte de son parti politique. Le président de la République a une contrainte des citoyens ivoiriens. Et le président de la République a une contrainte internationale. Absolument. Voilà les trois contraintes. Le président de la République est un individu, un citoyen. Il est le premier magistrat. Pour moi, les citoyens sont les plus nombreux. C'est eux qui bénéficient des services. Donc j'ai du mal à comprendre que celui qui bénéficie du service, qui a son argent, qui a tout, se plaint que l'autre qui gère ne gère pas bien et lui, il est incapable de réclamer. On parle de peur, on parle d'ignorance, on parle de connaissance. C'est pour cela que je dis merci d'être ici. Mais je vous dis que des informations circulent et des personnes viennent à nous pour nous donner ces informations. Et puis, elles force ouvraient. Hein. Mais justement, il faut vérifier. Donc je ne vais pas citer, je ne suis pas journaliste investigateur. Pas affirmer cela mais ici. Les informations viennent à nous. Voilà ce qui se passe. Citoyen investigateur qui... Ça existe. Ça existe. Ça existe. Le docteur, il est juriste. C'est moi qui ai la parole. Oui, je vais juste répondre rapidement. Il est juriste, mais si tu me laissais parler, j'aurais fini. S'il vous plaît. Il sait qu'on est dans un régime présidentialiste fort et que tout ne peut pas aboutir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Guillaume, vous avez la parole, on vous écoute. Guillaume, on vous écoute, allez-y. Merci. Je disais que ce que le docteur dit, et je l'ai dit déjà, c'est assez intéressant, mais
il ne faut pas qu'on soit naïf. Nous sommes dans une société, c'est vrai, on dit le principe général, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, on le dit. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Quand on a dit ça, il faut mettre en place des mécanismes, je reviens dessus, au risque d'être rébarbatif, de vulgarisation, d'information. Et je considère que quand le docteur dit, il s'étonne que les citoyens... Mais vous voyez, les citoyens lambda, et Eliane l'a dit, parfois, les gens sont dans la détresse. Vous avez par exemple votre parent qui est là. Je condamne ces gens d'actes, mais vous avez un parent qui est malade. Et on vous dit, il lui faut une poche de sang. Si vous ne donnez pas les 70 000 francs, vous pouvez le perdre dans les minutes qui suivent. Donc, c'est parfois des situations vraiment terribles. D'urgence. Mais en même temps, tous ces mécanismes qui sont offerts, les décrets, les accords internationaux, et tout ça, il ne faut pas que ceux qui éditent ces tests considèrent que quand ils ont édité les tests, quand c'est passé au journal officiel, leur travail est fini. Je dis non. Vulgarisation. Oui, quand c'est passé au journal officiel, votre travail n'est pas fini. Déjà, l'affaire là, il y a eu un temps où il était conseiller technique au ministère de la Communication. On a pris des décrets, mais il y a eu des séminaires de vulgarisation de ces décrets pour expliquer, d'abord même aux acteurs eux-mêmes, mais ensuite à l'opinion. Je crois que nos instances étatiques de contrôle ou de gouvernance ne peuvent pas se défausser, se soustraire de leur obligation d'information des citoyens dans l'ensemble. La question de l'éducation des populations est une question fondamentale qui doit être prise en compte. Et par le gouvernement dans son ensemble, mais et surtout par les structures qui sont amenées à appliquer ces textes de loi qui sont au passage surabondants. Alors, messieurs, justement, là, c'est le dernier tour de table. Hein. Je vais vous... Il y a une information. Selon la haute autorité pour la bonne gouvernance, nous allons vers une introduction des modules pédagogiques contre la corruption dans le système éducatif. Peut-être une solution pérenne à la base. Vous parlez de vulgarisation, on parle d'éducation. Alors, dernier tour de table. Comment rendre la vie publique plus transparente, plus civique, pour un développement durable, équilibré et inclusif? Félix, de façon très concise. Oui, de vulgarisation, rendre la vie publique plus transparente. Je voudrais préciser que les députés qui votent les lois sont eux-mêmes des responsables en matière de vulgarisation des lois. Et quand on parle du contrôle de l'action de l'État, le Parlement a une place importante dans le contrôle de l'action de l'État. Et lorsqu'on parle des mécanismes de contrôle par rapport à la gestion, le Parlement, au-delà de la Cour des comptes, de tous les mécanismes de la haute autorité qu'on a cités, les députés également doivent jouer leur rôle. C'est pourquoi, à l'Assemblée nationale, on a différentes commissions pour que... Et la commission des affaires économiques et je ne sais quoi d'autre encore, financière. Et cette commission économique et financière peut également aussi lancer des enquêtes par rapport à la mauvaise gestion des structures de l'État. Merci. Éventuellement, Merci, les audits dont on parle ici aujourd'hui ne soient pas des faits spectaculaires. Merci Félix. Guillaume, rapidement, s'il vous plaît. Je pense que d'abord, c'est une prise de conscience collective. Oui. Il faut que les citoyens ivoiriens qui sont appelés à gérer les choses publiques s'interdisent eux-mêmes d'être des facteurs de prévarication. Ça, c'est la première des choses. Que chacun soit conscient que je suis arrivé à telle position dans la société, dans la gestion de la chose publique, pas pour me servir, mais pour servir mon pays. Si cette prise de conscience collective est faite, et je salue ton information à travers l'éducation, si déjà de l'école primaire jusqu'à dans nos universités, ces choses sont enseignées, le respect de la chose publique, le respect de la probité, si ces choses sont intégrées déjà à la base jusqu'au sommet, on pourra... Et puis en plus, je le dis, il ne faut pas que les gens considèrent qu'on a voté un texte, on est passé à l'Assemblée nationale, puis bon, merci Guillaume. Advienne que pourra. Merci Guillaume. Docteur, s'il vous plaît, rapidement. Je pense personnellement que le gouvernement ivoirien vient de signer encore une fois un partenariat pour le gouvernement ouvert qui demande expressément aux citoyens de venir co-gérer l'État, pour pouvoir avancer sur ces dossiers. Et je pense que les déclarations proclamatives du style il faut que chacun fasse ci n'a jamais vraiment marché. Et pour avoir étudié certaines démocraties qui sont avancées relativement à la qualité des services sociaux et des infrastructures, les citoyens ont pris le pouvoir. Partout, les citoyens ont pris le pouvoir. Ils n'ont jamais... 15 secondes, voilà. Si vous... on est à la fin des... Les citoyens ont pris le pouvoir. Et donc, pour nous, chacun doit prendre une option.
Nous, on a pris une option. Dans notre ONG, on essaie de faire un partenariat avec 1000 ONG pour pouvoir éduquer et transformer les Ivoiriens. Merci, docteur. Il y a un attrait pour la fonction publique, pour l'État, pour l'administration. C'est bien, ça permet d'avoir un État fort. Mais en même temps, il ne faut pas oublier, comme il a dit, comme le Premier ministre le dit régulièrement, comme le chef de l'État appelle aussi les citoyens à cela, c'est le secteur privé qui est moteur de la croissance. L'État ne crée pas la richesse, c'est le privé qui crée la richesse. Et donc, il faut inverser les choses pour éviter que l'État, la fonction publique et l'administration deviennent des facteurs qui bloquent le développement à travers les gaspillages. Et pour moi, l'une des solutions, c'est ce qu'il a aussi proposé, la déclaration d'intérêt, mais aussi je préconise et j'insiste là-dessus, sur la publication de la déclaration de patrimoine. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat avec vos arguments, avec parfois un peu de fougue, mais c'est vraiment cette liberté, justement, sur ce plateau. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons sur ce plateau. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce débat. La lutte contre la corruption, la lutte contre la malgouvernance, les détournements de deniers publics sont de vrais chantiers. Aucun pays aspirant au mieux-être pour ses populations, à l'atteinte d'objectifs de développement, à l'émergence, ne peut faire l'économie d'une gestion plus efficiente et rigoureuse des structures publiques. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce débat. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre sujet. En attendant, restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. Bonne soirée.